Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Cendrillon. Il était une fois, dans un lointain royaume, un homme bon et généreux qui vivait paisiblement auprès de son épouse aimante et de leur ravissante petite fille. Mais un jour, le malheur s'abattit sur eux. La mère tomba gravement malade et s'éteignit. Au bout de quelques années, le gentilhomme, désireux d'offrir l'affection d'une mère à sa petite fille, se remaria avec une veuve de bonne famille. Hélas, il ignorait que son cœur était hautain et cruel. Elle avait 2 filles qui lui ressemblaient en tout point, à la différence près qu'elles étaient particulièrement sottes et vaniteuses. Dès leur première rencontre, la marâtre méprisa la fille de son mari. En effet, sa bonté et sa grâce ne faisaient que souligner la bêtise et la méchanceté des siennes. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le gentilhomme fut rapidement emporté par un mal mystérieux. Alors, la méchante marâtre condamna sa pauvre belle-fille aux tâches les plus ingrates. C'était elle qui faisait la vaisselle et lavait les sols, c'était elle qui récurait le plancher et lavait les chambres de sa belle-mère et de ses 2 demi-sœurs. Reléguée au comble de la grande maison qui avait autrefois appartenu à son père, la pauvre jeune fille dormait dans un grenier sombre et poussiéreux, accessible par un escalier étroit et mal éclairé. Après ces longues journées de labeur, elle venait s'asseoir près de l'âtre pour trouver un peu de chaleur au milieu des cendres. C'est pourquoi ses cruelles demi-sœurs l'affublèrent du surnom de Cendrillon. Pourtant, malgré ses vêtements usés et ses cheveux défaits, elle était bien plus belle que ces 2 coquettes qui passaient leur journée à se parer et à se prélasser. Malgré la dureté de son sort, Cendrillon ne se plaignait jamais, car elle était d'une patience et d'un courage exemplaires. Un beau matin, un messager royal vint proclamer une grande nouvelle. Le prince organisait un bal et y conviait toutes les jeunes filles à marier du royaume. À l'issue des festivités, le prince choisirait une épouse parmi elles. À compter de ce jour, les sœurs de Cendrillon n'eurent plus qu'une seule préoccupation, être remarquées par le fils du roi. Elles passèrent des heures et des heures à songer aux tenues qu'elles porteraient, ce qui accabla encore davantage la pauvre enfant. Sans relâche, elle cousait, décousait, ajustait, rallongeait et rétrécissait les étoffes, sans qu'on ne lui témoigne la moindre reconnaissance. « Aimerais-tu assister au bal, Cendrillon ?» demanda la cadette avec un sourire moqueur. « Oh, je vous en supplie, ne riez pas de moi, répondit-elle tristement. Voyez mes haillons, voyez mes cheveux mal coiffés. Cendrillon a raison, répliqua l'aînée. Elle n'y aurait pas sa place et nous ferait bien honte. Plutôt que de chercher à se venger de ces paroles humiliantes, Cendrillon, qui ne gardait jamais de rancune, s'appliqua encore davantage à aider ses sœurs durant leurs préparatifs. Lorsque le grand soir arriva, elles partirent, accompagnées de leur mère, drapées dans leurs plus belles étoffes, étincelantes de broderies et de joyaux. Du haut de son misérable grenier, Cendrillon les regarda s'éloigner, et, lorsque leur carrosse eut disparu, elle laissa éclater son chagrin. Les sanglots de la jeune fille ne passèrent pas inaperçus, car depuis sa lointaine contrée, la marraine de Cendrillon, qui n'était autre qu'une bonne fée au grand pouvoir, entendit la détresse de sa filleule. En un coup de baguette magique, elle apparut dans un nuage d'étoiles scintillantes. Elle posa sa main sur l'épaule de la jeune fille et lui demanda d'une voix douce : « Que t'arrive-t-il, mon enfant ?»« Mais qui êtes-vous » demanda Cendrillon en écarquillant les yeux. « Je suis ta marraine. À ta naissance, ta mère a fait appel à moi et m'a prié de te venir en aide le jour où tu en aurais le plus besoin. Or, il semblerait que ce jour soit arrivé. Qu'en dis-tu » La jeune fille ne répondit pas. « Oh, ma pauvre enfant, sèche donc ces larmes. Ta belle-mère et tes demi-sœurs t'ont interdit d'aller au bal de la cour, mais moi, je te dis que tu t'y rendras. Et je te garantis que tu seras la plus belle aussi. Allons, assez tergiversé. Pour commencer, va me chercher une citrouille. » Surprise, Cendrillon s'exécuta en se demandant ce que sa marraine en ferait. La fée l'évida soigneusement, puis la tapota délicatement de sa baguette magique. Alors,
Sous les yeux émerveillés de Cendrillon, la citrouille se mit à grandir, et se transforma en un carrosse d'or étincelant. Mais la fée n'était pas au bout de ses prodiges. « À présent, essaye de me trouver un rat et quelques souris. »« Oh, je crois en avoir vu dans la souricière, » s'exclama Cendrillon. Et en effet, elle en extirpa un gros rat et 6 jolies souris. D'un geste gracieux, la fée les toucha à leur tour de sa baguette, et aussitôt les rongeurs se métamorphosèrent. Les souris se transformèrent en 6 superbes chevaux à la robe d'un blanc immaculé, et le rat prit l'apparence d'un cocher distingué. « Voilà qui est fait, cher enfant, » s'exclama la bonne fée. « À présent, tu peux te rendre au bal. » Honteuse, Cendrillon balbutia. « Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse, chère marraine, mais regardez comme je suis vêtue. On m'interdirait l'accès aux grilles du palais. »« Oh, quelle étourdie je fais !» pouffa la fée. « J'en oubliais la pièce de résistance. Approche, Cendrillon. Maintenant est venu le moment où ta bonté et ta résilience vont nourrir ma magie pour faire de toi une véritable princesse. » Et avec un petit rire, la fée toucha Cendrillon de sa baguette. Dans un nuage d'étoiles, les vieux haillons de la jeune fille se transformèrent en une robe de soie somptueusement brodée. Ses cheveux se relevèrent en une élégante coiffure de tresses entrelacées de fleurs et de perles. Enfin, elle posa à ses pieds une paire de délicates pantoufles de verre taillées à la perfection. « Ma foi, Cendrillon, » murmura la bonne fée, « je dois reconnaître que je suis moi-même un peu ébahie. Regarde-toi, tu es resplendissante, et tu le dois à la beauté de ton cœur. » Très émue, Cendrillon remercia avec profusion sa marraine. Cette dernière lui fit néanmoins cet avertissement. « Prends bien garde, Cendrillon, ce charme ne durera pas éternellement. Il faut impérativement que tu sois de retour ici avant le 12e coup de minuit. Autrement, ton carrosse redeviendra citrouille, tes chevaux des souris, ton cocher un simple rat, et tes laquais des lézards. Quant à ta belle robe, elle se changera en guenille. » Pleine de gratitude, Cendrillon fit la promesse à sa marraine de ne pas oublier son avertissement et de rentrer à la maison avant minuit. Puis, sans attendre, elle prit place dans son carrosse et s'élança dans la nuit. Lorsqu'elle fit son entrée dans la salle de bal, un silence solennel s'installa. Les musiciens cessèrent de jouer, les murmures s'évanouirent, tous les regards se posèrent sur la jeune fille, subjuguée par son éclatante beauté. Le prince fasciné s'approcha et lui offrit la place d'honneur, mais il fut bien incapable de prononcer le moindre mot, tant il était sous le charme de la belle inconnue. Il l'invita à danser, et Cendrillon virevolta avec tant de grâce que l'assemblée tout entière fut émerveillée. Puis, avec une exquise politesse, elle s'approcha de ses demi-sœurs et les salua, sans qu'aucune ne la reconnaisse. Brusquement, les 11 coups de 11 heures résonnèrent à l'horloge. Sans perdre une seconde, Cendrillon fit une élégante révérence au prince et à l'assemblée, puis s'éclipsa aussi rapidement que possible. Dès son retour, elle courut retrouver sa marraine, la bonne fée. « Comment vous exprimer ma gratitude, chère marraine? Je viens de vivre un moment merveilleux, le plus beau de toute mon existence. Mais je voudrais vous demander une faveur. Le prince m'a convié au second bal qu'il donne demain soir. » La fée s'apprêtait à lui répondre lorsque les 2 sœurs se mirent à frapper à la porte. Vite, Cendrillon alla leur ouvrir tout en se frottant les paupières comme si elle venait de se réveiller. « Oh, comme vous rentrez tard, mes sœurs !» lança-t-elle en s'étirant longuement. « C'était si divertissant !» s'exclama la plus jeune. « Une princesse mystérieuse est apparue et nous a tout de suite honorés de ses attentions. Elle a compris immédiatement que nous étions des gens de bonne compagnie. »« Personne ne sait qui elle est, » ajouta l'aînée. « On raconte que le prince donnerait tout ce qu'il possède pour connaître son nom. » Cendrillon esquissa un sourire et dit doucement « Ma sœur, pourriez-vous me prêter votre vieille robe jaune?
J'aimerais tant aller au bal demain et voir cette magnifique princesse. » Quoi? Toi? Au bal? Mais tu as perdu la tête? s'écria l'une. Mais c'est absurde, Cendrillon. Tu serais ridicule et tu nous couvrirais de honte, voyons, renchérit l'autre. Et toutes deux montèrent se coucher en ricanant. Le soir suivant, la fée renouvela ses prodiges à l'aide de sa baguette magique. Une citrouille fut transformée en un superbe carrosse, des souris devinrent de nobles chevaux, un gros rat se changea en cocher et des lézards en élégants laquais. La fée mit toutefois un peu plus de temps que la veille pour confectionner la tenue de Cendrillon. « Ce soir, mon enfant, il faut que tu sois encore plus resplendissante qu'hier, » déclara-t-elle. « Cette fois, pas de chignon. Tu laisseras tes cheveux flotter librement. Ta robe sera tout en voile et en dentelle. Quant à tes chaussures, elles resteront inchangées. Ces pantoufles de verre sont une vraie merveille. » Ainsi paré, Cendrillon partit pour le bal, vêtu comme une reine. Le prince se tenait sur les marches du palais, attendant avec une impatience grandissante celle qui l'avait tant ébloui. Lorsqu'il aperçut enfin Cendrillon, il resta sans voix. Elle semblait encore plus belle que dans son souvenir. Il lui prit doucement la main, et tous deux se laissèrent emporter dans la danse, oubliant le monde autour d'eux. Cendrillon se divertissait tant qu'elle n'entendit pas l'horloge du palais sonner 11 heures, ni même 11h30. Soudain, les 12 coups de minuit retentirent. Affolée, Cendrillon se dégagea des bras du prince et s'élança hors de la salle. Dans sa course, elle perdit l'une de ses pantoufles de verre sur les marches du grand escalier. Il était trop tard pour faire demi-tour, et sans un regard en arrière, elle disparut dans l'ombre de la nuit. Le prince, qui tentait de la rattraper, trouva la pantoufle et la ramassa avec précaution, bien décidé à retrouver celle qui avait conquis son cœur. Cendrillon rentra chez elle tout essoufflée, sans carrosse, sans cocher, sans chevaux ni valets, et vêtue de ses vieux habits rapiécés. Assise près de la cheminée, la jeune fille sourit en contemplant dans ses mains l'unique souvenir qui lui restait de cette magnifique soirée, une petite pantoufle de verre. Lorsque ses deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon fit semblant de se réveiller et leur demanda si elles avaient aperçu la belle princesse. « Elle était ravissante, déclara l'aînée, mais elle a pris la fuite comme une sauvageonne dès que le 12e coup de minuit a retenti. » « Elle est partie si précipitamment, ajouta la cadette, qu'elle en a perdu l'une de ses pantoufles de verre. Le prince l'a ramassée et pendant tout le reste de la soirée, il n'a ni dansé ni parlé à personne. Il est resté là, serrant la pantoufle contre lui, l'air songeur. »« Il est éperdument épris d'elle, reprit l'aîné. Je suis certaine qu'il fera tout en son pouvoir pour la retrouver. » En effet, dès le lendemain matin, un héros du roi annonça que le prince épouserait celle dont le pied entrerait parfaitement dans la pantoufle de verre. Les essayages commencèrent chez les princesses, passèrent aux duchesses, puis à toutes les femmes du royaume, mais aucune ne possédait un pied aussi délicat. On finit par arriver chez les deux sœurs, qui tour à tour s'efforcèrent de chausser le soulier en vain. « À vous, mademoiselle, » dit alors le messager en se tournant vers Cendrillon. « Vous plaisantez » s'exclamèrent les deux sœurs, éclatant d'un rire mauvais. « Cendrillon, mais Cendrillon n'est qu'une servante. » « J'ai reçu l'ordre de faire essayer le soulier à toutes les femmes du royaume, » répliqua le messager d'un ton ferme. Puis, s'agenouillant devant Cendrillon, il lui présenta la pantoufle. La jeune fille y glissa le pied. Le soulier lui alla à merveille, comme s'il avait été fait pour elle. Elle sortit alors de sa poche la seconde pantoufle et la chaussa sous le regard stupéfait de ses deux sœurs. Honteuses, ces dernières tombèrent à ses pieds en implorant son pardon. Cendrillon, avec une infinie douceur, les releva et les serra dans ses bras, en leur assurant qu'elle leur accordait bien volontiers. Puis, Cendrillon fut conduite au palais, où le prince, transporté de joie, la reconnut immédiatement. Il l'épousa sans attendre, et leur bonheur ne connut plus aucune limite.
Fidèle à son grand cœur, Cendrillon invita ses sœurs à vivre au palais et les maria dans l'année à 2 nobles de la cour. La Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un lointain royaume, un roi et une reine qui s'aimaient tendrement. Ils vivaient dans un splendide château et régnaient sur un royaume paisible et prospère. Pourtant, il manquait quelque chose à leur bonheur. En effet, ils n'avaient pas d'enfants et le roi et la reine s'en désolaient. Un matin, pour apaiser son chagrin, la reine alla se promener près de l'étang du château. L'air avait beau être doux et le chant des oiseaux mélodieux, mais son cœur restait lourd. Dans un soupir, elle murmura « Ah, si seulement j'avais un enfant !» Soudain, une grenouille bondit sur un nénuphar et coassa. « Séchez vos larmes, Majesté, car dans un an, jour pour jour, vous mettrez au monde un enfant. » Dès qu'elle eut prononcé ces mots, la créature disparut dans l'eau. La reine, stupéfaite, se hâta de rejoindre son mari et lui rapporta la prophétie de la petite grenouille. Le cœur plein d'espoir, ils s'en remirent au ciel et attendirent. 1 an plus tard, comme l'avait promis la grenouille, la reine donna naissance à une adorable petite fille. Fou de joie, le roi décida d'organiser une grande fête pour célébrer cet heureux événement. La reine, quant à elle, pria toutes les fées qu'on put trouver dans le pays de devenir les marraines de la petite princesse. Toutes les 7 acceptèrent avec enthousiasme et se réjouirent du don qu'elle lui offrirait, car c'était la coutume des fées en ce temps-là. Le baptême fut somptueux, et après la cérémonie, tous les invités furent conviés à un banquet grandiose. Pour honorer les fées, le roi fit disposer devant elles des couverts en or, sertis de pierres précieuses. Une fois le festin terminé, les fées marraines s'approchèrent du berceau de la princesse afin de lui accorder chacune leur présent. La première lui dit « Vous serez la plus belle personne du monde ». La seconde lui dit « Vous aurez de l'esprit comme un ange ». La troisième lui dit « Vous aurez une grâce admirable ». La quatrième « Vous danserez parfaitement bien ». La cinquième « Vous chanterez comme un rossignol ». Et la sixième « Vous jouerez à la perfection de tous les instruments de musique ». Mais avant que la 7e fée, la plus jeune de ses sœurs, ait pu prendre la parole, un vent glacial balaya soudain la salle du trône. Un éclair aveuglant traversa les voûtes et les lourdes portes s'ouvrirent à la volée. Alors, dans une odeur de soufre nauséabonde, une ombre inquiétante se dessina sur le sol. C'était une très vieille fée, au visage hideux et au regard cruel, que le roi et la reine n'avaient pas invitée aux réjouissances. On la croyait morte ou enfermée dans une tour. Vous avez osé ne pas m'inviter au baptême de la plus illustre naissance de ce royaume? Peu importe. Je suis venu apporter un présent à la princesse, moi aussi. Et le voici. La princesse grandira en beauté et en sagesse, admirée de tous. Mais un jour, avant son 16e anniversaire, la princesse se piquera la main avec le fuseau d'un rouet et elle en mourra. Et sur cette funeste prophétie, la terrible fée disparut dans un éclair. L'assemblée fut saisie d'effroi. Un silence pesant s'installa, tandis que tous retenaient leur souffle. Mais soudain, une silhouette gracieuse émergea de l'ombre. C'était la plus jeune des fées, qui s'était cachée derrière une tapisserie pour parler la dernière et réparer le mal que la vieille fée risquait de faire. D'une voix douce, elle déclara
N'ayez crainte, roi et reine. Si je n'ai pas le pouvoir d'annuler cette terrible malédiction, je puis au moins l'adoucir. Votre fille se piquera bien le doigt sur un fuseau, mais elle n'en périra pas. Elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans, jusqu'à ce qu'un prince charmant vienne la réveiller. Terrifié à l'idée que la prophétie se réalise, le roi ordonna aussitôt que tous les rouets du royaume soient détruits. Et c'est ainsi que, le soir même du baptême de la petite princesse, la nuit s'éclaira un peu partout de grands bûchers. Dans chaque ville, dans chaque village, et même dans les hameaux les plus reculés, on brûla les fuseaux et les rouets. Quand les brasiers s'éteignirent enfin, il n'en restait plus un seul dans tout le royaume. Les années passèrent et la princesse grandit, dotée de toutes les qualités dont les fées l'avaient bénie. Tous l'aimaient pour sa douceur et sa bienveillance. Un jour, alors que le roi et la reine étaient occupés par une affaire de la plus haute importance, la jeune fille curieuse s'aventura dans les couloirs du château. Elle parvint à une aile du château qu'elle ne connaissait pas et gravit un petit escalier en colimaçon qui la mena à une petite porte entr'ouverte. Elle la poussa et se trouva face à une vieille femme qui filait silencieusement, assise devant un rouet. « Quel étrange objet !» s'étonna la princesse. C'est un rouet, jeune fille. Il sert à filer la laine, expliqua la femme d'une voix douce. « Pourriez-vous m'apprendre ?» demanda la princesse avec enthousiasme. « Bien sûr, ma petite, » répondit la vieille femme. « Vois, j'active la pédale du rouet comme ceci, et la laine que je file se tord et s'enroule autour de ce fuseau. » La princesse tendit la main pour s'en emparer, et la vieille femme le lui donna d'un geste brusque. Aussitôt, la terrible malédiction s'accomplit. La belle jeune fille poussa un bref petit cri de douleur et s'écroula sur le sol. Alors, dans un ricanement sinistre, la vieille femme, qui n'était autre que la vieille fée, s'évanouit. Accourue au bruit, une servante trouva la princesse étendue sur les dalles de la tour, comme morte. Le roi et la reine en eurent le cœur brisé, et ils firent installer leur fille dans le plus bel appartement du palais, sur un lit d'or et d'argent. On aurait dit un ange tant elle était belle. Son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs de son teint. Ses joues étaient roses, et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, et on l'entendait respirer doucement. La reine envoya un valet chez la bonne fée pour l'avertir de l'accident et la prier de se rendre au château séance tenante. Comme la fée se trouvait à 12 000 lieues du palais, le pauvre garçon en aurait eu pour des jours de marche, mais il arriva à destination en un instant grâce à des bottes de 7 lieues. La fée monta aussitôt dans son chariot traîné par des dragons. Le roi lui-même l'accueillit. Prévoyante, elle pensa que la princesse serait bien embarrassée à son réveil, toute seule dans ce grand château. Voici donc ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tous les habitants du château pour les plonger dans un profond sommeil. Gouvernante, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, garde-page, et sans oublier les chevaux des écuries et leurs palefreniers. Puis elle se tourna vers le roi et la reine et les endormit eux aussi. Un profond silence s'abattit sur le château. Même les broches dans la cheminée, pleines de faisans et de perdrix, s'immobilisèrent, et le feu aussi. Enfin, la fée se posta sur la plus haute tour du château et fit pousser tout autour du palais une forêt d'arbres, de ronces et de fleurs. On ne voyait plus que la pointe de ces tours, et seulement de très loin. Ainsi dissimulé, personne ne viendrait troubler le sommeil de la belle au beau dormant. Nombreux furent ceux qui tentèrent de franchir l'impénétrable barrage de broussailles, mais les ronces s'agrippaient à leurs vêtements, tant et si bien qu'il leur était impossible de faire un autre pas en avant ou en arrière, et ils périssaient, immobilisés.
Le temps passa, et l'histoire de la belle princesse devint légende. 100 ans plus tard, un prince d'un royaume voisin vint à chasser dans cette contrée. Il demanda ce qu'étaient ces tours qu'on devinait au-dessus d'une grande forêt. Certains affirmèrent qu'il s'agissait du château d'un ogre terrible qui y dévorait des enfants. D'autres que des sorcières s'y réunissaient pour faire leur sabbat. Mais un vieux paysan s'avança et dit « Votre Altesse, il y a de ça plus de 50 ans, mon père m'a raconté qu'en ce château reposait la plus belle princesse du monde, condamnée à dormir pendant 100 ans. Seul le baiser d'un fils de roi pourrait la réveiller de son sommeil. » Persuadé qu'il mettrait fin à l'enchantement, le prince s'avança vers le bois. La vue des dépouilles de ceux qui l'avaient précédé ne l'ébranla nullement. L'épée au poing, il se tenait prêt à tailler sa route à travers l'épaisse végétation. Or, mes amis, ce jour précis marquait la fin du sortilège, exactement 100 ans après qu'il eût été lancé. À peine eut-il posé le pied à la lisière de la forêt, que les arbres, les ronces et les épines s'écartèrent d'eux-mêmes, comme mus par une volonté invisible. Émerveillé, le prince put atteindre les portes du château par une grande allée. Lorsqu'il se retourna, il s'aperçut que la forêt s'était refermée sur son passage. Un silence inquiétant régnait dans la cour du château. En s'approchant d'un garde, il comprit à son ronflement que tous les habitants du château étaient plongés dans un sommeil sans fin. Très intrigué, le prince explora des jardins, gravit des volets d'escalier et traversa d'innombrables pièces et couloirs. Partout, il rencontrait des gentilshommes et des dames dormant à poings fermés, les uns debout, les autres assis. Enfin, il arriva dans une chambre somptueuse baignée de soleil. Lorsqu'il y entra, il retint son souffle. La princesse y était allongée sur son lit. Sa beauté avait quelque chose d'angélique, et tous ses traits respiraient la paix et la grâce. Le prince s'agenouilla à ses côtés fébrilement, et, avec une infinie douceur, déposa un baiser sur son front délicat. À cet instant, la princesse s'éveilla, et, le regardant avec tendresse, lui dit « Est-ce vous, mon prince ? Vous vous êtes bien fait attendre. » Touché par ces paroles, le prince ne savait comment exprimer sa joie. Il balbutia qu'il l'aimait plus que tout, sans parvenir à trouver la formule juste. Une déclaration si gauche aurait fait enrager ses précepteurs, mais aux yeux de la belle princesse, elle le rendit encore plus sincère et attachant. Et tous deux s'entretinrent longuement. Pendant ce temps, tout le château fut tiré du sommeil où il avait été plongé. Sur leur trône, le roi et la reine s'étirèrent. Les gardes et les soldats se redressèrent sur leurs lances. Quant aux chevaux des écuries, on les entendit hennir et battre le sol de leurs sabots. La princesse quitta sa chambre au bras du prince et le présenta à ses parents. Le roi et la reine l'invitèrent à dîner et tous s'installèrent dans un salon orné de miroirs. Autour d'eux, les officiers de la princesse s'activèrent avec zèle, tandis que l'orchestre royal joua de magnifiques pièces, portées par le son joyeux des violons et des hautbois, des morceaux toujours superbes, bien qu'un siècle se fût écoulé depuis leur dernière exécution. À l'issue du festin, les deux amoureux se promenèrent dans le jardin de roses. Là, le prince s'agenouilla devant la princesse et lui demanda de l'épouser, ce qu'elle accepta sans la moindre hésitation. Le roi et la reine, ravis, firent rapidement célébrer les noces du prince et de la princesse. Les fées furent bien entendu conviées, et cette fois-ci, on fit même chercher la méchante fée qui, quelque part, était à l'origine de tant de félicités. Mais nul ne put la retrouver. Rongée par l'amertume et le dépit, elle s'était effacée du monde. Le prince et la princesse devinrent roi et reine à leur tour, et le royaume continua de prospérer sur leur règne.
Quant à leurs nombreux enfants, on leur raconta souvent la légende de la Belle au bois dormant. Blanche-Neige. Il était une fois, au cœur de l'hiver, dans un royaume bien lointain, une bonne reine qui cousait paisiblement près d'une fenêtre à l'encadrement d'ébène. Alors qu'elle contemplait la neige tomber dehors à gros flocons, elle se piqua le doigt avec son aiguille. Incommodée par la douleur, elle ouvrit le battant de sa fenêtre et 3 gouttes de sang vinrent teinter la neige qui en avait recouvert le rebord. « Ah !» soupira-t-elle, « si seulement j'avais une enfant aux cheveux aussi noirs que le bois de cette fenêtre, aux lèvres aussi rouges que ce sang, et à la peau aussi blanche que ce manteau de neige. » Quelques mois plus tard, son vœu se réalisa, et comme elle l'avait souhaité, la peau de l'enfant qu'elle mit au monde était aussi blanche que la neige, ses lèvres aussi rouges que le sang, et ses cheveux aussi noirs et brillants que l'ébène. En souriant, la reine murmura « Je te nomme Blanche-Neige. » Mais hélas, ces mots furent ces derniers. Le roi, son mari, fut inconsolable, et le pays tout entier prit le deuil. Mais à tout royaume, il faut une reine. Le roi céda aux prières de ses ministres et choisit pour épouse une princesse d'une grande beauté, venue d'une contrée lointaine. Cette nouvelle reine ne supportait pas l'idée qu'une autre femme puisse être plus belle qu'elle. Elle possédait un miroir magique qu'elle interrogeait chaque jour d'une voix impérieuse. « Miroir, dis-moi la vérité. Qui ici a la plus grande beauté ?» Et chaque jour, le miroir lui répondait avec assurance « Majesté, nul ne vous dépasse en beauté. » Alors le cœur envieux de la reine s'apaisait, car elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Les années passèrent, et Blanche-Neige grandit en sagesse et en beauté. La reine interrogeait sans cesse son miroir magique. Si, par malheur, son reflet froid lui désignait une rivale, elle s'empressait de la faire disparaître. Un jour que la mauvaise reine avait posé à son miroir sa sempiternelle question, elle crut défaillir lorsqu'il lui répondit « Oh, ma reine, votre beauté est célébrée à des lieues à la ronde, mais Blanche-Neige est la plus belle du monde. » Il disait vrai. Dans les profondeurs limpides du miroir, la reine vit la beauté indéniable de Blanche-Neige. La jalousie transperça son cœur comme une lame, et dès cet instant, elle ne connut plus la paix. Un jour, pendant que le roi était absent, la méchante reine appela son chasseur et lui dit « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et tue-la. Pour preuve de ta loyauté, rapporte-moi son foie et ses poumons. À présent, va et exécute mes ordres. Et si, par malheur, j'apprends que tu m'as désobéi, tu seras châtié sans pitié. » Le chasseur obéit et emmena Blanche-Neige. La jeune princesse était ravie de pouvoir quitter le château de son père, qui était devenu si lugubre. Elle s'agenouillait de ça et de là pour cueillir des baies sauvages et quelques fleurs. Le chasseur la suivait, la mine sombre. Lorsqu'il fut certain de pouvoir accomplir son méfait à l'abri des regards, il brandit son couteau et saisit la jeune fille. Blanche-Neige éclata en sanglots. « Pitié, chasseur, épargne-moi. Je promets de fuir loin, très loin. Je disparaîtrai à jamais, et la reine n'en saura rien. » Touché par sa détresse, le chasseur baissa son arme. Comment aurait-il pu tuer une créature si innocente ? « Fuis, pauvre enfant, » souffla-t-il. « Les animaux de la forêt auront au fait de te dévorer. » Blanche-Neige prit ses jambes à son cou, et lorsqu'elle eut disparu de sa vue, le chasseur tua une biche et ramena son foie et ses poumons au château.
La reine, convaincue d'être débarrassée de sa rivale, les fit préparer avec du sel et les mangea le soir même, satisfaite de son triomphe. Pendant ce temps, Blanche-Neige errait au cœur de la forêt sombre et inquiétante. Les branches griffaient sa peau, les ronces s'accrochaient à sa robe. Des animaux sauvages jaillissaient devant elle, mais sans lui faire le moindre mal. Exténuée et effrayée, elle avançait sans but. Alors que la nuit tombait, une lueur attira son regard. Elle aperçut alors une petite chaumière qui se dressait au milieu d'une clairière. Voyant la porte entr'ouverte, elle entra pour se reposer un moment. À l'intérieur, elle trouva une petite pièce très propre et bien rangée. Sur une nappe blanche, la table était dressée avec 7 petites assiettes, 7 petites cuillères, 7 petits couteaux, 7 petites fourchettes et 7 petits gobelets. À l'étage, elle découvrit 7 lits minuscules alignés avec soin. Affamée et assoiffée, Blanche-Neige picora un peu dans chacune des 7 petites assiettes et but une gorgée dans chacun des 7 petits gobelets. Lorsqu'elle eut terminé son frugal repas, elle sentit une immense fatigue l'envahir. Fourbue, elle monta à l'étage et tenta de se coucher dans l'un des petits lits, mais aucun n'était à sa taille. Finalement, elle les rassembla les uns contre les autres et s'étendit dessus avant de sombrer dans un profond sommeil. Pendant ce temps, la nuit était tombée et les habitants de la maison rentraient chez eux. Il s'agissait de 7 nains qui chaque jour creusaient la montagne à la recherche d'or et de pierres précieuses. Une fois rentrés, ils allumèrent leurs chandelles et constatèrent aussitôt que quelque chose n'allait pas. « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» s'exclama le premier. « Qui s'est servi dans ma petite assiette ?» Renchérit le second. Qui a grignoté mon petit pain ajouta le troisième. Qui a touché à mes petits légumes? Protesta le quatrième. Qui a utilisé ma petite fourchette? Demanda le cinquième. Qui s'est servi de mon petit couteau? Grogna le sixième. Qui a bu dans mon petit gobelet? Se lamenta le septième. Leurs exclamations firent se retourner Blanche-Neige dans son sommeil. Alertés par le bruit, les 7 petits nains se précipitèrent à l'étage et, abasourdis, ils y découvrirent la gracieuse princesse qui dormait à poings fermés. À la lueur de leur petite chandelle, les 7 nains contemplèrent la jeune fille avec émerveillement. « Comme elle est belle !» chuchotèrent-ils. Les bons hommes décidèrent de ne pas la réveiller, et chacun d'eux s'évertua à trouver un endroit assez confortable pour y passer la nuit. Le lendemain matin, lorsque Blanche-Neige ouvrit les yeux, elle aperçut les 7 petits hommes rassemblés autour d'elle et sursauta de peur. Mais ils lui parlèrent avec douceur. « Ne crains rien, belle jeune fille. Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Blanche-Neige, » répondit-elle. « La princesse ?» s'exclamèrent les nains stupéfaits. « Mais que viens-tu faire par ici ?» Blanche-Neige leur raconta alors la cruauté de sa belle-mère, comment le chasseur l'avait épargnée et comment elle avait erré dans la forêt jusqu'à trouver leur petite maison. Après avoir écouté son triste récit, les nains discutèrent un moment entre eux, puis déclarèrent « Si tu acceptes de cuisiner pour nous et de tenir notre maison pendant que nous travaillons dans la mine, tu pourras vivre ici aussi longtemps que tu auras besoin d'un abri. » Blanche-Neige fut touchée par la gentillesse des 7 nains et accepta avec reconnaissance de vivre avec eux. Chaque jour, tandis qu'ils partaient travailler dans les mines, elle s'occupait du ménage, préparait le repas et rangeait la maison. Le soir, lorsqu'ils rentraient, tout était propre et le dîner les attendait sur la table. Toutefois, avant de partir, les nains lui faisaient toujours la même recommandation. « Sois prudente, Blanche-Neige. La reine apprendra peut-être que tu te caches ici. Aussi, n'ouvre la porte à personne et sous aucun prétexte. » Pendant ce temps, au château, la reine se réjouissait, persuadée d'être redevenue la plus belle. Comme à son habitude, elle s'installa devant son miroir magique et lui demanda « Miroir, dis-moi la vérité. Qui ici a la plus grande beauté ?»
Mais la réponse du miroir la foudroya sur place. Majesté, vous brillez, c'est certain, mais l'éclat d'une perle au fond d'un écrin n'égalera jamais, pour être sincère, la grâce de Blanche-Neige en sa chaumière. Par-delà les 7 vallées, loin derrière les monts les plus reculés, Blanche-Neige a trouvé un refuge certain auprès des 7 fidèles nains. La reine poussa un cri de rage, car sa rivale n'était pas seulement vivante, mais encore plus belle qu'avant. « Je la détruirai une bonne fois pour toutes », jura-t-elle. « Dussé-je en perdre la vie !» La jalousie tourmenta la reine pendant des jours. Enfin, par une nuit sans lune, elle se rendit dans sa pièce la plus secrète au sommet d'une tour. Et là, elle eut recours à sa sorcellerie pour confectionner une pomme empoisonnée. Le fruit, rouge d'un côté et blanc de l'autre, était si beau et si luisant que personne n'aurait pu résister à l'envie de le croquer. Mais la moitié rouge était terriblement empoisonnée, tandis que la moitié blanche demeurait inoffensive. À la pointe du jour, la mauvaise reine se déguisa en vieille paysanne et se rendit au chalet des nains. « J'ai de délicieuses pommes à vendre, lança-t-elle. Blanche-Neige, méfiante, ouvrit une fenêtre et y passa la tête. « Je suis désolée, bonne dame, mais je n'ai pas le droit de laisser entrer qui que ce soit. Les 7 nains me l'ont interdit. » La vieille femme sourit doucement et lui tendit la pomme empoisonnée. Et tu as bien raison d'obéir, ma petite. Et je leur dirai à quel point tu es brave. Je viens régulièrement leur apporter les plus belles pommes de mon verger. Ils en raffolent tant. Tiens, prends celle-ci. Regarde comme elle est belle. Je regrette, mais je ne peux rien accepter. Passez votre chemin. La marchande eut l'air peinée. Oh, ma parole, s'exclama-t-elle. Tu penses que je veux t'empoisonner, ma jolie? Blanche-Neige se sentit honteuse d'être si peu aimable et reconnut que la pomme avait l'air délicieuse. Regarde, dit la femme en souriant. Je vais couper cette pomme en 2 et te donner la plus belle part, celle qui est bien rouge. Et moi, je prendrai la blanche. Ce disant, la vieille femme s'exécuta et mordit dans le côté blanc de la pomme. Blanche-Neige, voyant la marchande croquer avec satisfaction dans sa moitié de pomme, ne sut résister à la tentation. Elle accepta l'autre moitié, celle qui était empoisonnée, et y mordit. À peine le morceau eut-il franchi ses lèvres qu'elle s'effondra sur le sol. Satisfaite, la méchante reine éclata d'un rire cruel et disparut dans la forêt. Le soir venu, les 7 nains regagnèrent leur chaumière en chantonnant, mais à leur arrivée, l'horreur les frappa. Blanche-Neige gisait sur le sol, sans vie. Ils s'agenouillèrent à ses côtés, tentant de la ranimer, mais rien n'y fit. Loin de là, dans son palais, la reine regarda dans son miroir magique et lui demanda fébrilement « Miroir, dis-moi la vérité, qui a la plus grande beauté ?» Et le miroir lui répondit « Majesté, nul ne vous dépasse en beauté. » Alors le cœur cruel de la reine connut à nouveau le repos. Le chagrin des nains fut immense. 3 jours durant, ils pleurèrent sans relâche leur belle princesse. Puis, ils songèrent à l'enterrer. Mais elle était si belle, même dans la mort, qu'ils ne pouvaient s'y résoudre. Alors, ils fabriquèrent un cercueil de verre afin que chacun puisse admirer sa beauté. Ils l'y couchèrent et gravèrent son nom en grandes lettres d'or. Ils transportèrent le cercueil au sommet de la montagne et chaque jour veillèrent sur elle en compagnie des animaux des bois. Malgré les saisons qui passaient,
Blanche-Neige semblait dormir paisiblement, et sa beauté demeurait intacte. Sa peau était blanche comme la neige, ses lèvres rouges comme le sang, et ses cheveux noirs comme l'ébène. Un beau matin de printemps, un prince qui chevauchait par là aperçut le cercueil de verre sur la montagne. Intrigué, il s'en approcha et fut bouleversé par la beauté de la princesse. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi pur », s'émerveilla-t-il. Il se tourna vers les nains et les supplia. « Permettez-moi d'emmener le cercueil de la princesse Blanche-Neige dans son royaume. Son père doit être fou de chagrin. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez en échange. » Tout d'abord, les nains refusèrent, mais ils finirent par accepter en reconnaissant que sa place était près du roi. Alors que les serviteurs soulevaient le cercueil pour le transporter, l'un d'eux trébucha sur une racine. Le choc secoua Blanche-Neige qui recracha la bouchée de pomme empoisonnée restée coincée dans sa gorge. Elle ouvrit lentement les yeux, se redressa et demanda confuse « Mais où suis-je » Fou de joie, le prince lui raconta ce qui s'était produit et lui déclara son amour. Blanche-Neige lui donna sa main et accepta de devenir sa femme. Heureux, ils partirent ensemble avec les nains vers le royaume du père du prince, où furent aussitôt préparés les fastes d'un mariage splendide. Le père de Blanche-Neige fut convié à la cérémonie, tout comme sa perfide épouse. Ignorant qu'il s'agissait là des noces de sa belle-fille, elle se para de ses plus beaux atours et demanda à son miroir. « Miroir, dis-moi la vérité. Qui ici a la plus grande beauté ?» La surface du miroir se troubla un instant. Puis il répondit. « Majesté, vous êtes belle, cela ne fait pas de doute. Mais Blanche-Neige, qui va devenir reine, est la plus belle de toutes. » Ivre de colère et de désespoir, la méchante reine brisa le miroir en 1000 morceaux. À cet instant, son cœur, rongé par l'envie et la haine, cessa de battre, et elle tomba morte parmi les éclats brisés. Nul ne la regretta, et le roi put enfin serrer sa fille contre son cœur. Le mariage de Blanche-Neige et de son prince dura plusieurs jours, et ils vécurent heureux et respectés par leurs sujets. Quant aux 7 nains, ils reçurent à chaque printemps la visite de leur fidèle ami, à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, et aux cheveux noirs comme l'ébène. La Belle et la Bête. Dans un pays lointain, vivait un riche marchand qui avait 3 filles d'une beauté remarquable. Mais tandis que les 2 aînées se révélaient chaque jour plus vaniteuses et égoïstes, la plus jeune était d'une douceur, d'une bonté sans égale, si bien que tout le monde la surnommait Belle. De nombreux prétendants se présentaient chaque semaine pour demander la main d'une des sœurs. Pourtant, les 2 aînées les refusaient avec mépris, affirmant qu'elles n'accepteraient pour époux qu'un duc ou un comte. Belle, de son côté, répétait qu'elle était encore trop jeune et préférait rester auprès de son père. Un jour, le destin frappa cruellement la famille. Le marchand perdit toute sa fortune. Réunissant ses filles, il leur annonça tristement « Mes chers enfants, nous n'avons plus rien. Il ne nous reste qu'une humble maison à la campagne, où nous devrons désormais vivre. » Malgré leurs cris et leurs pleurs, les 2 aînés durent se rendre à l'évidence. Leur père était ruiné, et il n'y avait plus d'autre choix que d'accepter leur sort. La famille s'installa donc dans une modeste demeure à la campagne. Belle, pleine de courage et de gentillesse, aidait son père du mieux qu'elle le pouvait. L'air pur et le travail la rendaient encore plus radieuse. Ses sœurs, en revanche, trouvaient cette existence insupportable et passaient leur temps à se lamenter. Un jour, le marchand reçut une lettre lui annonçant qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver à bon port.
Aussitôt, les deux aînés crurent leur fortune faite et sautèrent de joie. « Oh père, ramenez-nous de belles robes et des chapeaux élégants, nous n'avons plus rien à nous mettre !» Le marchand promit de satisfaire leur demande, puis se tourna vers Belle avec tendresse. « Et toi, ma fille, que veux-tu ?»« Oh, une simple rose me suffira, » répondit-elle avec douceur, « car il n'en pousse pas par ici. » Alors, le marchand embrassa ses filles et prit la route de la ville. Hélas, lorsque le marchand arriva au port, on lui fit un procès pour ses marchandises et il quitta la ville encore plus pauvre qu'auparavant. Sur le chemin du retour, il traversa une vaste forêt, sombre et inquiétante. La nuit tomba, le surprenant en plein trajet, et il finit par se perdre. Le froid mordant, accentué par la neige et le vent violent, le fit frissonner. Il crut sa dernière heure arrivée. C'est alors qu'au loin, l'obscurité fut percée par une faible lueur. Rassemblant ses dernières forces, il guida son cheval en direction de cette lumière. Tous deux bravèrent la tempête et atteignirent un château majestueux. La porte, entrebâillée, l'invitait à entrer. Prudemment, il pénétra dans l'édifice où régnait un silence pesant et mystérieux. « Y a-t-il quelqu'un » lança le marchand d'une voix forte. Mais personne ne répondit. Intrigué, il poussa une porte au hasard et pénétra dans une salle somptueuse, ornée de riches tapisseries et de bouquets de roses. Devant un grand feu de cheminée, une table dressée l'attendait, garnie de mets appétissants. Affamé après son long voyage, il ne put résister à la tentation et s'attabla. « J'ose espérer que le maître de cette demeure me pardonnera cette audace, » murmura-t-il avant de commencer son repas. Minuit sonna et personne n'avait paru. Poussé par la curiosité, il explora le château désert. Enfin, il trouva une chambre à coucher dont le lit moelleux était recouvert de draps soyeux. Comme il était bien là, il s'y allongea et sombra rapidement dans un profond sommeil. À l'aube, il se réveilla et eut la surprise de trouver des habits propres déposés sur une chaise, ainsi qu'un copieux déjeuner servi à son attention. « Je vous remercie, noble hôte inconnu, » dit-il à haute voix avant de se restaurer. Puis, une fois rassasié, il se prépara à reprendre sa route. Comme il passait sous une arche de roses, il se souvint de la requête de Belle et cueillit une fleur pour elle. À cet instant, un grand fracas se fit entendre. Surpris, le marchand se retourna et vit avec horreur qu'une bête horrible avait surgi derrière lui. Terrifié, il manqua de s'évanouir à sa vue. « Vous êtes bien ingrat, » rugit la bête. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans ma maison. Et vous me volez ce que j'ai de plus précieux au monde, mes roses. Je vous accorde un quart d'heure pour vous recueillir auprès de Dieu, après quoi il vous faudra mourir. » Le marchand se jeta à ses pieds et implora la bête. « Monseigneur, de grâce, j'ignorais que je vous offenserais de la sorte en cueillant une simple rose pour une de mes filles. »« Ne m'appelez pas Monseigneur, mon nom est la bête. »« Mais vous avez des filles, me dites-vous ?»« Oui, elles sont les prunelles de mes yeux, » balbutia le pauvre homme. « J'accepte de vous laisser la vie sauve, si l'une d'elles accepte volontairement de mourir à votre place. À présent, partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, revenez ici. Ne songez pas à fuir, car je vous retrouverai, et ma colère s'abattra sur toute votre famille. » Le malheureux marchand ne pouvait se résoudre à offrir une de ses filles en sacrifice, mais il accepta néanmoins ce sursis, qui lui permettait de les voir une dernière fois. Le cœur lourd, il rentra chez lui. Dès qu'il franchit le seuil de son humble masure, ses filles se précipitèrent vers lui. Il tendit une branche de rose à Belle et, les larmes aux yeux, lui murmura :
Prends cette fleur, Belle. Elle m'aura coûté bien plus que tu ne l'imagines. » Puis, d'une voix tremblante, il leur raconta son effroyable mésaventure. À peine avait-il fini que les deux aînés s'emportèrent contre Belle. « Pourquoi n'as-tu pas demandé des robes comme nous ?» s'écrièrent-elles. « Regarde ce que tu as causé. À cause de toi, notre père est condamné, et tu restes là sans même verser une larme. » « Pleurer ne servira à rien, » répondit Belle avec calme. « Notre père ne mourra pas. Puisque la bête exige qu'une de nous prenne sa place, j'irai moi-même me livrer à son courroux. » Son père tenta de l'en dissuader, mais la jeune fille resta inflexible. Après un dernier adieu, elle quitta les siens et se mit en marche. Quand elle atteignit le château, la nuit était tombée et l'imposante bâtisse semblait plongée dans un silence inquiétant. Belle poussa lentement la porte et pénétra dans le château. À peine eut-elle franchi le seuil qu'un bruit sourd, semblable à un coup de tonnerre, retentit. La bête apparut, imposante et effrayante. Belle sentit son cœur se serrer, paralysée par la peur. Pourtant, la créature s'exprima d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre douce. « Votre geste est d'une rare bravoure, et je vous en rends hommage. Venez, je vais vous mener à vos appartements. » Il la conduisit dans un dédale de corridors et s'arrêta devant une porte richement travaillée. Belle entra prudemment dans la chambre et remercia la bête, qui s'inclina avec respect avant de disparaître. Belle regarda autour d'elle. La chambre était exquise, mais elle ne put s'empêcher de frissonner. « La bête m'a épargné ce soir, » songea-t-elle. « Mais demain, sans doute, il me tuera et me dévorera. » Cette nuit-là, Belle s'endormit le cœur lourd. Le lendemain matin, comme personne ne venait la chercher, elle décida d'explorer le château. Malgré la crainte de croiser la bête à tout moment, elle ne put s'empêcher d'admirer la splendeur des lieux. Ses pas la menèrent devant une porte sur laquelle était gravée l'inscription « Salon de la Belle ». Intriguée, elle entra et découvrit une pièce d'une élégance inouïe. Une bibliothèque gigantesque couvrait un mur entier. De confortables fauteuils entouraient un magnifique piano à queue, et une délicate table ronde portait un somptueux petit déjeuner. Mais ce qui émerveilla le plus Belle, ce furent les majestueux bouquets de roses rouges qui embaumaient la pièce d'un parfum enivrant. La journée passa agréablement entre lecture et musique, et très vite, Belle oublia presque sa situation. À la tombée du soir, Belle rejoignit la grande salle, où un dîner était soigneusement dressé pour 2 convives. Elle s'installa, et soudain, un bruit éclatant retentit. La bête apparut. « La Belle, consentiriez-vous à partager ce repas avec moi ?» demanda-t-il. « Vous êtes le maître ici ?» répondit Belle timidement. « Non, c'est vous. Dites-moi, me trouvez-vous fort laid ?» Hésitante, mais sincère, Belle murmura. « Oui, mais je crois que vous avez bon cœur. » La bête resta silencieuse, puis sortit un miroir et le lui tendit. « Ce miroir est magique. Vous pourrez y voir votre famille quand bon vous semblera. » Belle y aperçut aussitôt son père, triste et solitaire dans leur masure. Son cœur se serra, mais elle remercia la bête et continua son repas. Elle commençait à s'habituer à sa présence lorsqu'il lui posa une nouvelle question qui lui glaça le sang. « Belle, accepteriez-vous de devenir mon épouse ?» Craignant de mettre la bête en colère, Belle répondit en tremblant. « Non, la bête. » La bête baissa la tête et un silence pesant s'installa. Puis, dans un profond soupir, la bête se retira sans un mot. Bouleversée,
Belle pensa, « Pourquoi faut-il qu'il soit si monstrueux alors qu'il est si bon? Je ne pourrai jamais l'épouser. Il me faudra donc périr. » Pourtant, les jours s'écoulaient paisiblement, et Belle s'habituait peu à peu à sa nouvelle vie. Chaque soir, elle partageait le dîner avec la bête, et au fil du temps, elle lui découvrait une intelligence fine et une grande bonté. Peu à peu, elle cessa de redouter son apparence monstrueuse et attendait même le repas avec impatience. Mais chaque soir, la bête lui posait la même question. Accepterait-elle de devenir son épouse? Belle, incapable d'y consentir, voyait la tristesse envahir son hôte. Une nuit, elle lui dit doucement, « La bête, je vous serai toujours une amie fidèle. Tâchez de vous en contenter. »« Il le faudra bien, » répondit la bête avec résignation. « Mais promettez-moi une chose, ne m'abandonnez jamais. » Belle baissa les yeux troublée. Dans son miroir magique, elle avait vu son père gravement malade. « Oh, la bête, laissez-moi le revoir. Si vous me refusez cela, je serai inconsolable, » le supplia-t-elle. « Je ne veux pas être la cause de votre chagrin, » murmura la bête. « Partez donc, retrouvez votre père, même si je dois en mourir de tristesse. Demain, vous serez libre. Prenez cette bague. Lorsque vous souhaiterez revenir, posez-la simplement sur une table. Adieu, Belle. » Émue, Belle lui promit de revenir dans 8 jours, puis alla se coucher. Au matin, elle se réveilla chez son père. Le vieil homme, fou de joie, l'accueillit en larmes. Mais ses sœurs, en la voyant plus radieuse que jamais, furent rongées par la jalousie et décidèrent de tout faire pour l'empêcher de repartir. Le monstre sera furieux de son absence et il cherchera à se venger, murmurèrent les sœurs en ricanant. À l'approche du 8e jour, lorsque Belle s'apprêta à repartir, elles se frottèrent les yeux avec des oignons et simulèrent un désespoir déchirant, pleurant et suppliant leurs cadettes de rester encore un peu. Belle, touchée par leur détresse, prolongea son séjour de 8 jours supplémentaires. Cependant, Belle se reprochait le chagrin qu'elle causait sûrement à son compagnon et s'ennuyait de ne plus le voir. Une nuit, elle fit un rêve troublant. Elle vit la bête gisant inanimée dans le jardin du château, comme mort. Un frisson d'angoisse la traversa. Elle comprit alors qu'elle ne pouvait plus tarder. Se levant précipitamment, elle posa la bague sur la table et sombra dans un profond sommeil. À son réveil, Belle se retrouva dans le château silencieux. Toute la journée, elle attendit l'heure du dîner avec impatience, mais la bête ne parut point. Belle courut dans tout le palais, appelant la bête à grands cris. Alors, elle se souvint de son rêve, et gagnée par un mauvais pressentiment, elle se précipita dans les jardins. Après avoir cherché partout, elle trouva la bête étendue dans le jardin de roses, sans connaissance. Folle d'inquiétude, elle se jeta sur lui en sanglotant. D'une voix faible, la bête murmura, « Belle, que n'avez-vous tenu votre promesse? Le chagrin que vous m'avez causé m'a anéanti. Mais je puis au moins mourir heureux de vous avoir revu une dernière fois. »« Non, s'écria Belle, vous ne mourrez point. J'ignorais à quel point je tenais à vous, et maintenant je le sais. Je vous aime et ne pourrai vivre sans vous. » À peine eut-elle avoué son amour qu'un éclair éclata dans le ciel et vint frapper la bête. Belle poussa un cri et recula saisie d'effroi. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la créature hideuse avait disparu. À sa place se tenait un prince beau comme le jour. « Belle, murmura-t-il avec émotion, une mauvaise fée m'avait condamné à rester sous cette figure
jusqu'à ce qu'une jeune femme consentit à m'épouser en dépit de ma laideur. Vous avez pu voir au-delà des apparences et écouter mon cœur. Je vous offre ma vie et ma couronne. C'est bien peu pour le bonheur que vous m'avez accordé. » Belle s'approcha en tremblant et prit les mains du jeune prince dans les siennes. Le beau jeune homme eut alors un petit sourire et lui demanda : « Belle, accepteriez-vous de m'épouser ?» Cette fois, Belle accepta sans hésiter. Ils retournèrent au palais. Là, Belle y retrouva son père et ses sœurs, perplexes. Soudain, une fée apparut. « Belle, lui dit-elle, vous avez la récompense de votre grandeur d'âme, car vous avez préféré la vertu à la beauté. Vous deviendrez une reine puissante et respectée. Quant à vous, mesdemoiselles, poursuivit-elle en s'adressant à ses sœurs, vous resterez aux portes du château. Vous vous transformerez en statue de pierre, témoin du bonheur de votre Benjamine. Vous retrouverez votre forme humaine au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez statue pour toujours. » Dès le lendemain, les noces furent célébrées en grande pompe. Belle se consola du triste sort de ses perfides sœurs grâce à la bonté et à la tendresse de son prince. Et tous deux vécurent heureux, entourés de leurs nombreux enfants, dans un royaume qu'ils gouvernèrent avec sagesse et bonté. J'ignore si les deux statues de pierre veillent encore sur le portail de leur château. Mais si, par aventure, ton chemin te menait jusque-là, promets-moi de me le dire. Peut-être qu'avec le temps, elles ont enfin trouvé le chemin du repentir.